assez de vos manigances. J'ai plus rien à vous dire. Je ne répondrai plus qu'à la justice. Peut-être qu'ils m'écouteront, eux. Tant pis pour vous, Seznec. On va vous transférer à la prison de Morlaix. À partir de maintenant, vous êtes entre les mains de la justice. Vous verrez que vous allez nous regretter. Au moins, j'aurai un avocat. Certes, mais j'aime mieux être à ma place qu'à la sienne. À très bientôt, monsieur Seznec. En cour d'assises. Je suis innocent. Je suis innocent, vous entendez? Morlaix, palais de justice, 20 juillet 1923. Quoi, on n'a toujours pas retrouvé le cadavre de Kemener. Et alors? Ça n'empêche pas que Seznec soit un assassin. Mais si, enfin. Attention, le voilà. Décidément, c'est Seznec. Il roule toujours dans de belles voitures. Entrez. Bonjour, monsieur Seznec. Je suis le juge Campion. Le parquet m'a chargé d'instruire votre affaire. Monsieur le juge. Enlevez-lui ces notes. Asseyez-vous. Je suis sûr que vous avez beaucoup de choses à me dire, monsieur Seznec. J'ai dit tout ce que je savais aux policiers. Vous avez sûrement oublié quelques détails. Je ne vois pas mon avocat. Où est-il? Il paraît que vous avez choisi Maître de Moreau Diaferi pour vous défendre. Oui. C'est un bon choix. Il a eu des clients célèbres. Bonneau, Landru, Caillot. Remarquez, ils ont tous été condamnés. Et puis un ténor du barreau parisien est toujours très occupé. Alors qui va me défendre? De toute façon, je n'ai pas l'intention de vous interroger aujourd'hui. Je vais simplement préciser votre inculpation. Assassinat et faux en écriture privée. Nous sommes d'accord? Je n'ai assassiné personne. Je vais également vous donner un conseil. Celui de changer votre système de défense, qui est dérisoire. Il y a dans votre dossier tant de témoignages accablants, tant de charges écrasantes que vous auriez intérêt à reconnaître certaines évidences. Comme votre présence au Havre le 13 juin, par exemple. Je n'étais pas au Havre le 13 juin. Et je peux le prouver. Tiens. C'est nouveau, ça. Parfaitement. Ce jour-là, j'étais à Brest. J'ai même des témoins. La veille, à Ploiret, j'étais tombé en panne de voiture. Encore? Décidément, chez vous, c'est une spécialité. J'ai envoyé un télégramme à ma femme. Ça, c'est une preuve, non? Bon, on parlera de tout ça plus tard, monsieur Seznec.
Nous avons tout notre temps. J'ai décidé de ne pas partir en vacances afin de me consacrer entièrement à votre affaire. Enfin, à notre affaire. Bon, je crois que ce sera tout pour aujourd'hui. Et mes enfants, est-ce que je pourrais les voir au moins? Je ne crois pas qu'il constitue un obstacle à l'instruction. Je ne suis pas un ogre, monsieur Seznec. Vous pourrez voir vos enfants. Je vais vous faire délivrer une autorisation. Merci, monsieur le juge. Au revoir, monsieur Seznec. Je suis persuadé que la prochaine fois, vous aurez beaucoup de choses à me dire. Je voudrais voir mon mari, Guillaume Seznec. Je regrette, madame, mais ce droit de visite ne concerne que vous. Les enfants ne sont pas autorisés à pénétrer dans la maison d'arrêt, sauf par autorisation spéciale. Mais c'est leur père, ils l'ont pas vu depuis un mois. C'est le règlement, madame. Ça fait rien, maman, on t'attendra ici. Tu diras à papa qu'on l'embrasse bien fort. L'autorisation du juge vient d'arriver. Parce que... Vous pouvez entrer avec les enfants. Je vous rappelle que l'entretien ne pourra pas durer plus de 2 minutes et que vous ne devez pas parler de l'affaire. C'est un ordre du juge d'instruction. Oh, mes petits, enfin. Si vous saviez que vous m'avez manqué. S'il vous plaît, reculez. Les visiteurs doivent se tenir à 1 mètre de la grille. Reculez, toi, Albert. Quand est-ce que tu vas revenir, papa? Bientôt, je vous le promets, mes enfants. Courage, Guillaume. Prends soin de toi. Tu sais le télégramme que tu m'as envoyé de Poirette, le 13. La police l'a saisi. Vous êtes en train de parler de l'affaire, c'est interdit. Il faut que tu dises au juge, Guillaume. La visite est terminée. Je vais faire un rapport au juge. Je prends aussi un savon. Voilà vos 300 grammes de riz. Merci. Ce sera tout. Oui, pour aujourd'hui. Ça fait 8 francs 80. Vous ne marquez pas sur mon compte? Non, madame Seznec, nous ne faisons plus crédit. Je vous ai toujours payé? C'est comme ça, madame Seznec. Si vous n'êtes pas contente, vous pouvez toujours aller voir Ria. Une clientèle comme ça, on s'en passerait volontiers. Vous avez raison, mon petit. Maître Kahn, du barreau de Paris. Que puis-je pour vous, maître? Maître de Moreau-Jaffery, dont je suis le collaborateur, m'a chargé de le remplacer auprès de son client, M. Seznec. Si je comprends bien, il n'assurera donc pas la défense de Seznec. C'est encore confidentiel. Mais Maître de Moreau-Jaffery vient d'être nommé sous-secrétaire d'État dans le gouvernement de M. Herriot. Dans ce cas, mon cher maître, je ne voudrais pas vous décourager d'emblée, mais j'ai bien peur que vous n'héritiez d'un dossier difficile à défendre.
J'aime les causes difficiles. Bien sûr. Et le supplément d'information ordonné par la Cour de Rennes a confirmé les charges qui pèsent sur votre client. Elles sont extrêmement lourdes. Mais on n'a toujours pas retrouvé le cadavre de Quémeneur. Pas plus que l'arme du crime. C'est donc un meurtre sans cadavre, sans arme, sans mobile et sans témoin, et sans les moindres aveux du présumé coupable. Au contraire, Seznec n'a cessé de protester ton innocence. Mon cher maître, ce sera à la cour d'assises de décider de la culpabilité de votre client. Entrez. Ah, monsieur Seznec, nous vous attendions. Vous connaissez sans doute Maître Kahn, votre défenseur. C'est Maître Moreau Jaffery. Il y a un empêchement de dernière heure, mais ne vous inquiétez pas. J'ai déjà étudié votre dossier. Asseyez-vous, je vous en prie. Bon, maître, si vous êtes d'accord, nous allons aborder le voyage au Havre de monsieur Seznec. Je n'ai jamais mis les pieds au Havre. Pourtant, des témoins vous ont vu au Havre. Ils vous ont tous reconnu lors de la confrontation. Il se trompe. Je viens également de recevoir les rapports d'expertise. Sur la valise de monsieur Kemner, trouvée au Havre, plusieurs taches de sang humain. La même chose sur la serviette en cuir qui était à l'intérieur. Je n'ai jamais eu cette valise entre les mains. Ce n'est pas ce que disent certains témoins. Ce sont les menteurs. Je vous prie d'adopter un autre ton. Je vous fais reconduire en cellule. Il faut bien que je me défende. Pour la machine à écrire, découverte chez vous, aucune hésitation. C'est bien celle qui a servi à taper les actes de vente. Quant aux signatures et mentions manuscrites, ce sont des faux. Et c'est vous qui les avez rédigées. Les experts ont formellement reconnu votre écriture. Mais non. C'est Kemner qui me les a apportés tout préparés. Je n'ai fait que les signer. Les conclusions des experts sont catégoriques. À partir de là, pour moi, il n'y a plus aucun doute. Vous êtes l'assassin. Et j'ai l'intention de vous envoyer en cour d'assises. Monsieur le juge, j'ai des faits nouveaux à vous soumettre. Je vous écoute, maître. J'ai dans ce dossier le témoignage de 3 personnes qui déclarent avoir vu le conseiller Quémeneur plusieurs jours après sa prétendue disparition. Quand je lui ai affirmé que j'avais vu M. Quémeneur le 29 mai, le juge m'a demandé si j'étais bien sûr que c'était lui. Je lui ai répondu que je ne pouvais pas me tromper, puisque je le connaissais depuis longtemps. Et alors? Il a l'air un peu ennuyé. Il m'a demandé pourquoi j'avais attendu 6 mois avant de témoigner. Je lui ai dit que j'avais peur d'avoir des ennuis. Vous comprenez, maître, je suis croyant. Je ne pouvais pas laisser accuser un innocent. Il est rentré à la maison là. Tu en as parlé au directeur. Il m'a dit qu'il ne pouvait rien. Que ça se passait quand il n'était pas là. Il m'a conseillé de le mettre chez les frères. Mais comment vas-tu faire? J'ai vendu mes bijoux. Petit Colas et ses amis s'occupent de nous. Ils cherchent des témoignages en ta faveur. C'est un brave homme. Je n'aimais pas parce qu'il est anticlérical. Il faut reconnaître qu'il est plus généreux que certains chrétiens. Et toi? Ben, ça va. J'ai des soucis avec Maître Moreau Jaffery. J'ai plus de nouvelles de lui, j'ai peur qu'il me laisse tomber. Seznec, vous n'avez pas le droit de parler de votre affaire. Ne m'obligez pas à intervenir. Il commence à faire froid. Je t'ai apporté un gilet.
t'as des nouvelles? Maître Moreau-Jaffieri vient d'entrer au gouvernement. Alors il s'occupe plus de moi. Forcément, une innocence, ça n'intéresse personne. Faudrait qu'il trouve des témoins qui prouvent que t'étais probable le 13 juin. Ben, j'en connais. Mais personne ne veut témoigner. Tu en trouver d'autres. Ça existe, tu sais. Il suffit d'y mettre le prix. Quoi? Tu veux dire de les acheter? Disons leur verser une petite indemnité. Pense-y. Je pourrais m'en occuper si tu veux. Je sors la semaine prochaine. Pense-y. Je vais réfléchir. Guillaume, Albert, Oui. ne restez pas dehors. On arrive. Allez, rentrez vite. Mais qui sont ces gens? Des amis qui sont prêts à témoigner en faveur de votre mari. Je ne les connais pas. Ne vous inquiétez pas. Seznec m'a dit que vous me donneriez 400 francs tout de suite et puis le reste quand il sera libéré. Je n'ai pas d'argent. Vous voulez qu'il reste en prison, c'est ça? Bon, bah 300 alors. N'insistez pas, monsieur. Je vous dis que je n'ai pas d'argent. Bon, bah tant pis pour vous. J'en connais d'autres qui seront moins avares. Un innocent qui veut acheter des témoins. Vous avez déjà vu ça, Bonnie? Ah non, monsieur le commissaire. Il n'est pas très futé, ce Seznec. Il vient d'acheter son billet pour la guillotine. Félicitations, Bonnie. Je vous remercie, monsieur le commissaire. Mais je n'ai fait que mon travail de fonctionnaire au service de la justice. Quimper, palais de justice, 22 octobre 1924. Bonjour. Toute la presse est là. Les journaux parisiens ont envoyé leurs meilleurs reporters. En face, ce sont les jurés. La cour. Mesdames et messieurs, l'audience de la cour d'assises est ouverte. Vous pouvez vous asseoir. Accusé. Veuillez indiquer vos noms, prénoms, âge et profession. Seznec, Joseph-Marie Guillaume, 46 ans. Profession marchand de bois à Morlaix. Passons à l'enquête de moralité. Asseyez-vous là. Les renseignements recueillis sur vous sont bons. Mais en 1909, il y a eu cette histoire d'incendie du magasin de bicyclettes. On m'a dit que vous aviez un peu aidé les flammes. Regarde encore les cicatrices. De toute façon, il y a eu un non-lieu. Quand on vous reproche aujourd'hui, pas plus que l'incendie de la blanchisserie de Brest en 1922. Et alors? Les assurances ont payé, c'est bien la preuve que je ne suis pour rien.
Nous en arrivons à cette fameuse machine à écrire. L'accusation a établi que c'est vous qui l'aviez achetée au Havre le 13 juin. Monsieur l'huissier, veuillez montrer au juré la machine à écrire. C'est elle qui a servi à dactylographier les faux actes de vente de la propriété de Plouriveau. Et je précise que cette machine a été trouvée au domicile de l'accusé. C'est faux. Je n'ai jamais vu cette machine. Si on l'a trouvée chez moi, c'est que quelqu'un l'a apportée. Et qui donc, d'après vous? Je ne sais pas, j'étais pas là, j'étais en prison. Lors de l'instruction, vous sembliez le savoir, puisque vous avez mis en cause la police. Silence! Silence! Prochain incident, je fais évacuer la salle. Nous parlons un peu de votre voyage au Havre. Et je vous répète que je n'ai jamais mis les pieds au Havre. Ce n'est pas ce qu'affirment les témoins. Évidemment, ils sortent tous de la même boutique. Voulez-vous dire? Je veux dire que beaucoup de témoins sortent de la boutique de Monsieur Chénoir. Ah bon? J'ai eu peur qu'il ne s'agisse d'une autre. Laquelle, maître? Celle de la police. Puisque votre client n'arrête pas de la mettre en cause, mais ça va, je suis rassuré. Tant mieux. D'autant plus que deux des témoins qui prétendent avoir rencontré Seznec dans la boutique de Monsieur Chénoir sont justement des relations de l'inspecteur Bonny. Ils se sont connus après l'affaire. Prouvez-le! Monsieur, je vous en prie. Passons au 20 juin. Le jour où on a retrouvé la valise de Kemener dans la salle d'attente de la gare du Havre. Mais encore une fois, monsieur le Vous n'avez jamais mis les pieds au Havre, je sais, vous l'avez déjà dit. Seulement, ce jour-là, des témoins vous ont vu, comme par hasard. C'est impossible. Le 20 juin, je revenais de Saint-Brieuc à Morlaix. Dans le train, j'ai même parlé à un ouvrier qui revenait d'une noce de la veille. C'est faux. On a vérifié. Cette noce a eu lieu le 20, justement, et pas le 19. Non, c'était bien le 19. De quel droit, monsieur, vous permettez-vous de perturber l'audience? Parce que je suis le marié, monsieur le président. Un peu de silence, s'il vous plaît. L'audience est suspendue, reprendra demain à 10h. Allô, mademoiselle? Passez-moi le télégramme de Brest. Oui, c'est Petit Colas. Je vous dicte. Le titre, procès Seznec, audience favorable à l'accusé. Aujourd'hui, pour la première fois, la défense a marqué des points. Le témoignage du jeune marié en faveur de Seznec a produit une énorme impression sur les jurés. Quimper, prison, 28 octobre 1924. Vous pourrez quand même vous dépêcher, les gendarmes vont encore l'attendre. C'est important de faire bonne impression. Par exemple, ton costume, il est trop fripé. Ça compte dans un procès. Tu crois? Avec toute cette pluie? Ce soir, t'auras qu'à mettre le pantalon sous le matelas. Et pour la veste, j'essaierai de trouver un fer à repasser et une pâte mouille. Messieurs, Alors, on est prêts? alors dépêchons-nous, parce qu'on a eu des reproches pour le retard. Il pleut encore. Un vrai déluge. On est obligé de changer d'uniforme tous les jours. Ma femme n'arrête pas. Allons-y. Bonne route. Ah mon Dieu, ils vont croire qu'on l'a tabassé. D'après vous, le corps de monsieur Kemener aurait-il pu être jeté au fond d'un étang?
C'est possible. Vous savez, dans cette région, il y a des étangs de 30-40 mètres de profondeur. Un corps lesté de pierre ou de métal peut donc y séjourner. Pardi. Mais même avec un cric de voiture. Non, excusez-moi, je dis ça parce que nous n'avons jamais retrouvé le cric de la Cadillac. Seznec l'a perdu. Vous n'avez jamais rien perdu, vous? Si, maître. Mon innocence. Le corps de M. Kemener peut donc se trouver encore aujourd'hui au fond d'un étang. Absolument. Et il peut y rester longtemps parce que des scaphandriers dans la police, nous n'en avons pas beaucoup. La Cour vous remercie, monsieur le commissaire. Témoin suivant, monsieur l'huissier. Inspecteur Bonny. Jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites je jure. Je jure. Monsieur Bonny, vous avez bien procédé aux premiers interrogatoires des témoins du Havre. C'est exact, monsieur le président. Et tout le monde a reconnu l'accusé. Oui, monsieur le président. Êtes-vous certain que vous ne nous avez pas un peu aidé? Que voulez-vous dire par aider? En décrivant d'abord celui que vous cherchiez. Grand, maigre, des cicatrices? Pas du tout. J'ai d'abord enregistré les dépositions des témoins. Ce n'est que par la suite que je leur ai montré les photos. De toutes les façons, elles étaient parues dans les journaux. Ça, maître, ce n'est pas mon affaire. Moi, je suis au service de l'État. Les journaux peuvent publier ce qu'ils veulent. En tout cas, tous les témoins ont reconnu Seznec. C'est tout ce que j'ai à dire, monsieur le président. Regardez bien le S, par exemple. C'est exactement le même S que dans la signature de Seznec. C'est normal, puisque c'est moi qui ai signé. Prenez les pièces en main, messieurs les jurés, et superposez les deux exemplaires de la promesse de vente. Vous constaterez par transparence que les deux mentions manuscrites ont été décalquées l'une sur l'autre. C'est la preuve irréfutable d'un trucage. Je ne sais pas, monsieur le président, si Seznec est un assassin. Mais en tout cas, je suis sûr que c'est un faussaire. La Cour vous remercie pour votre exposé. Vous entrez témoin suivant, monsieur l'huissier. Jamais mon frère n'aurait vendu la propriété de Plourivaux sans m'en parler, monsieur le président. Et vous souvenez-vous que votre frère vous ait parlé de cette vente de Cadillac? Pas directement, monsieur le président. J'ai seulement entendu une conversation téléphonique avec Seznec. Selon vous, c'est Seznec qui aurait entraîné votre frère dans cette affaire. Mon frère, lui, avait pourtant bien dit à Pierre de se méfier de Seznec. Si seulement il avait écouté. C'est faux. Vous avez quelque chose à dire, Seznec? Je vous répète que c'est Kemener qui m'avait proposé de m'associer à cette histoire de Cadillac. Bien entendu. La Cour vous remercie, mademoiselle. Vous pouvez vous retirer. Excusez-moi. Maître Pouliken, s'il vous plaît. Je n'ai jamais eu confiance en Seznec. Mais mon beau-frère ne voulait rien écouter. Il était comme envoûté. C'est ce qui explique qu'il ait cru dans cette histoire de vente de Cadillac aux Russes. D'ailleurs, quand Pierre m'a demandé de lui envoyer un chèque de 60 000 francs en poste restante, j'ai tout de suite deviné qu'il y avait quelque chose d'extrêmement suspect. Permettez-moi de rappeler à la Cour que Seznec n'aurait pu en aucun cas toucher ce chèque puisqu'il était barré, contrairement, maître Pouliken, à ce que vous aviez affirmé lors de vos premières déclarations. Oui, enfin, il n'empêche qu'il a bien essayé de le toucher à la poste du boulevard Malesherbes. Il n'a jamais été établi que Seznec ait essayé de toucher ce chèque. Le témoignage du postier en fait foi. Confronté avec Seznec, il ne l'a pas reconnu. Je vous demande pardon, maître. J'ai là le procès-verbal du témoignage de cet employé. À la question, cet homme est-il venu chercher le courrier de M. Kemener? Je ne peux répondre ni oui ni non. Nuance. Maître Pouliken, est-il exact que vous deviez la somme de 150 000 francs à M. Kemener? Oui, mais j'avais commencé à lui rembourser. Combien lui deviez-vous avant sa disparition?
environ 130 000 francs. Je regrette, ceci n'a rien à voir avec l'affaire que nous jugeons ici. Peut-être, monsieur l'avocat général, mais peut-être est-ce aussi cette reconnaissance de dette que maître Pouliken cherchait dans les bureaux de son beau-frère lorsque le juge d'instruction est venu perquisitionner. Mais non, absolument pas. Je mettais de l'ordre dans des papiers. La Cour vous remercie, maître. L'heure est avancée, nous entendrons demain les autres témoins. Mesdames et messieurs, l'audience est levée. Elle sera reprise demain à 10 h. Monsieur le chef d'escorte, faites sortir l'accusé. C'est l'heure de la soupe, Seznec. Faut manger, mon vieux. Manger. Vous croyez que j'ai faim, chef? On me donne à manger comme un animal dans sa queue. Et pendant ce temps-là, eux, ils sont en train de se baffrer. Salauds! Fumier! 30 octobre 1924. Toutes nos félicitations pour votre nomination, Monsieur le Président. Merci. Je dois reconnaître que la première présidence de la Cour de Rennes ne me déplaît pas. À propos, messieurs, je serais d'avis d'accélérer les auditions des témoins. Ils le reconnaissent tous. Aucune raison de s'éterniser. Ce serait tout de même assez farce qu'à la Cour d'appel de Rennes, vous soyez chargé du dossier Seznec. Et encore faudrait-il qu'il soit condamné. Anticipons pas. Donc, monsieur Najat, vous affirmez avoir rencontré Kemener 6 jours après sa disparition. Oui, Monsieur le Président. Je passais dans la rue de Rennes à Paris. C'était le 29 mai dernier. Il était à la terrasse d'un café et discutait avec 2 ou 3 personnes. Et vous êtes sûr que c'était lui? Oui. Enfin, je ne lui ai pas parlé, mais je suis certain de l'avoir reconnu. Monsieur Najat, je ne mets pas en cause votre sincérité. Cependant, je constate que vous portez des lunettes avec des verres épais. Est-ce que vous voyez bien? Si je porte des lunettes, c'est justement pour bien voir. Pourtant, un de vos amis, M. Inizan, qui est député du Finistère, affirme, lui, qu'il vous est arrivé de le croiser dans la rue sans le reconnaître. Il exagère, peut-être que je pensais à autre chose. Je vois parfaitement, par exemple, toutes les personnes qui sont dans cette salle. Même ce monsieur, tout au fond de la salle, à droite, derrière vous. Regardez, entre les 2 dames. Parfaitement. Il a une cravate rouge, une petite moustache et porte lui aussi des lunettes. Et vous lisez sans difficulté le journal. Heureusement, je suis imprimeur. Monsieur le Président, si vous le permettez, je voudrais vérifier un point de détail. Je vous en prie. Disiez-nous quelque chose. Au hasard. Monsieur Kemener, légalement, n'est pas mort, puisque aucune preuve de son décès n'existe sur les registres. Bon, merci, ça va. Mais j'ai pas fini. La Cour vous remercie, monsieur Lala. Madame Seznec, pourriez-vous nous dire d'où vous teniez les dollars qui, selon votre mari, auraient servi à payer une partie du prix d'achat de la propriété de Plouriveau? Je les avais gagnés pendant la guerre, en lavant le linge des Américains. C'était de l'argent honnêtement gagné. En tout cas, madame Seznec, vous avez été obligée de reconnaître que vous aviez menti aux policiers quant à l'endroit où vous aviez caché ces dollars. C'est vrai, mais quand ils sont arrivés, ma chambre n'était pas faite. Alors je leur ai dit que les dollars se trouvaient au grenier. De toute façon, ils n'étaient plus, puisque mon mari les avait pris le 22 mai pour payer M. Kemener. Vous avez mis en cause dans la presse les perquisitions légales de la police. Pourquoi? Perquisition? Moi, j'appelle ça du vandalisme. Ils ont tout jeté par terre. Les tiroirs, le linge, les papiers. Vous appelez ça légal, vous?
Moi, je dis que c'est du pillage, oui. Madame Seznec est souffrante. Le cour permet-elle qu'elle s'asseye? Oui, bien sûr. Madame Seznec sera installée plus confortablement pour nous expliquer comment fut retrouvée la machine à écrire. C'est la police qui l'a placée chez moi. C'est même pour ça qu'ils n'ont eu aucune peine à retrouver. Bien entendu. Madame Seznec, pouvez-vous nous expliquer pourquoi votre mari tenait tellement à acheter la propriété de M. Kemener, alors que par ailleurs, il y avait de nombreuses dettes? C'est faux. Sa situation financière était excellente. D'ailleurs, c'est Kemener qui lui a proposé d'acheter Pluriveau. Vous avez aussi dit à un journaliste que M. Kemener avait dissimulé au fisc 1 million de bénéfices de guerre. C'est une chose qui se savait. La famille Kemener n'avait pas très bonne réputation. Monsieur le Président, j'aimerais savoir si c'est la famille Kemener qu'on juge ou si c'est Guillaume Seznec. Vous avez raison, monsieur l'avocat général. Madame Seznec, parlons un peu des voyages de votre mari au Havre. C'est faux. Mon mari n'a jamais été au Havre. Ce n'est pas ce qu'affirment les témoins qui l'ont vu. Ce sont des menteurs. Des témoins payés par la police. Pourtant, vous-même, vous ne paraissez pas bien sûr des dates. Après les procès-verbaux que vous avez signés. Et on m'a fait signer tellement de choses que je ne savais plus. On m'a même menacé d'un revolver. Ah bon. Voilà, un revolver maintenant. Parfaitement. Demandez à Angèle, notre bonne, il y en a fait autant. Décidément, avec vous, la police s'en prend pour son grade. Hein? Bien, parlons plutôt des lettres que l'accusé essayait de vous faire parvenir clandestinement de sa prison. Vous ne savez pas ce que c'est que d'être en prison quand on est innocent. On est coupé de tout. On tremble pour sa famille, pour ses enfants. Alors, on se sent abandonné. Alors on essaye n'importe quoi. Mais ça, c'est excusable. Tout de même. Certaines de ces lettres visaient à acheter des témoignages. Mais avec quel argent? Mais je n'ai que 500 francs par mois pour vivre avec mes 4 enfants. La Cour vous remercie, Madame Seznec. Vous pouvez vous retirer. Faites entrer le témoin suivant, Monsieur Lucet. Mademoiselle Angèle Labigou. Vous jurez de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Au nom, âge et qualité. Angèle Labigou, 49 ans, 6 mois et 4 jours. Servante. Angèle Labigou. Ces fameux dollars de Mme Seznec, est-ce que vous les avez vus? Ah, bien sûr que je les ai vus. C'est même les seuls que j'ai vus. Ça pousse pas dans mon pays. Il n'y a pas d'Américains chez nous. On a même voulu me faire dire qu'il n'y avait jamais eu de dollars. Alors j'ai dit non. Alors le commissaire Cunha m'a menacé de son revolver. Encore le revolver? Décidément, c'est une manie. Parlez-nous plutôt de ce voyage au Havre. Pouvez-vous nous dire quand votre patron est rentré, le 13 juin ou le 14 juin? Comment voulez-vous que je sache? Je couchais pas avec lui, moi. Quelle était la situation financière de Seznec? Bonne, certainement. Mais c'était pour mes affaires, ça. Pourtant, vous lui avez prêté 5 000 francs en 1921, il ne vous les a jamais remboursés. Ça pouvait bien attendre. Si j'y ai prêté, c'est que j'avais confiance. Et si c'était à refaire, je lui prêterai encore. T'en fais encore un peu, Jeanne? Oui, s'il te plaît. Dis, grand-mère, c'est vrai qu'on va nous mettre à l'orphelinat? Mais qui est-ce qui t'a dit ces bêtises? C'est à l'école. Les autres, ils ont dit que si papa était condamné, il ne reviendrait plus. Moi, si on me met à l'orphelinat, je le sauverai. Mais n'écoutez donc pas ce qu'on dit. Votre père reviendra. Il faut prier pour lui. Priez très fort. Donc le petit Colin va l'aider avec ses amis. Ils ne le garderont pas? Oui, mon grand. Le jugement est pour demain.
Alors demain soir, il sera avec nous? Si Dieu le veut, oui. « 4 novembre 1924. Merci, monsieur l'huissier. Maintenant que le calme est rétabli, vous pouvez poursuivre, monsieur l'avocat général. Messieurs les jurés, les preuves de la culpabilité de Seznec, il y en a partout. Le silence de Kemener n'est-il pas la preuve de son silence éternel? Et le silence de Seznec n'est-il pas la preuve de sa culpabilité? Quel est l'auteur du crime, sinon celui à qui profite le crime? Seznec, vous avez osé accuser la police, mais elle est au contraire à féliciter la police. Elle s'est toujours montrée correcte, intelligente, efficace, très efficace, trop efficace pour vous, car c'est en fait ce que vous lui reprochez. Seznec, j'ai cherché partout. Nulle part dans votre crime, nulle part dans votre passé, je n'ai trouvé la moindre circonstance atténuante. Pour une sordide affaire d'argent, vous avez assassiné l'ami qui avait confiance en vous. Vous avez joué le tout pour le tout. Mais vous avez perdu. Messieurs les jurés, si vous avez l'intime conviction de la culpabilité, pas de faiblesse, votre verdict fera comprendre que l'homme ne doit plus être un loup pour l'homme. Vous condamnerez cet homme à la seule peine qui soit à la mesure de son crime. Vous lui infligerez le châtiment suprême. Monsieur le Président, j'ai terminé. La parole est à la défense. Messieurs les jurés, vous avez entendu l'accusation, voici la défense. Les chemins qui mènent à la vérité sont longs. Essayons de les suivre ensemble. On a dit que Seznec avait imaginé l'affaire des automobiles destinée à la Russie. C'est faux. C'était Kemener qui avait la maîtrise de l'affaire, qui prenait les contacts, qui concluait les accords. On a dit que Seznec avait intérêt à la disparition de Kemener. C'est faux. La promesse de vente ne pouvait se réaliser que si Kemener était vivant. Et cela, un commerçant avisé comme Seznec ne pouvait l'ignorer. Et en fait, Kemener est-il mort? Personne ne le sait. Pas plus, monsieur l'avocat général, que moi-même.
La disparition n'est pas la mort. Des témoins sont venus vous dire qu'ils l'avaient vu après la date de sa disparition. Monsieur l'avocat général vous a dit que ce n'étaient pas de bons témoins et que leurs paroles n'avaient aucune valeur. De quel droit? Ils ont vu. Ils ont prêté serment. Nous devons tenir compte de leurs déclarations. On a dit que Seznec était couvert de dettes. C'est faux. Quand 6 mois après son arrestation, on a examiné sa situation financière, elle était encore largement bénéficiaire. On a dit que Seznec était insensible. Mais on pourrait dire la même chose des témoins de l'accusation. Ils étaient 125 à l'accabler, dont certains le connaissaient, et aucun, vous m'entendez, aucun, n'a dit qu'il était un père de famille affectueux et attentif, et que s'il voulait gagner de l'argent, c'était surtout pour ses 4 enfants. Kemener est-il mort? Je ne sais. A-t-il été tué? Je ne saurais répondre, mais songez, messieurs les jurés, à tous ceux qui ont été victimes de l'erreur judiciaire, victimes de l'injustice des hommes. Songez à tous ceux qui sont morts de désespoir et d'effroi, dans la torture d'un tourment immérité. Malheur à vous, jurés bretons, si l'on peut dire un jour que vous avez condamné sans preuve un innocent. Silence dans la salle. Accusé, avez-vous quelque chose à ajouter? Non, Monsieur le Président. La Cour se retire pour délibérer. L'audience est suspendue. Monsieur le chef d'escorte, vous pouvez faire sortir l'accusé. C'est toujours aussi long. C'est bon signe. Ça prouve que les jurés ne sont pas d'accord entre eux. Un peu de café. Merci. Quelle heure est-il? 11h15. Ce ne sera plus très long maintenant. Ça y est. Il faut y aller. Tout se passera bien. Permettez. L'audience de la Cour d'assises est reprise. Vous pouvez vous asseoir. Monsieur le premier juré, voulez-vous indiquer à la Cour les réponses apportées par le jury aux questions qui lui ont été posées? À la première question, Seznec est-il coupable d'avoir volontairement donné la mort à Pierre Kemener? La réponse est oui à la majorité. À la seconde question, Seznec a-t-il agi avec guet-apens? La réponse est oui à la majorité. À la troisième question, Seznec a-t-il agi avec préméditation? La réponse est non à la majorité. Dis-moi, messieurs, il y a une erreur et une contradiction. Quand il y a guet-apens, il y a forcément préméditation. Or, le jury a répondu différemment aux 2 questions. Ce n'est pas possible.
Effectivement, le cas est prévu par le Code d'instruction criminelle. Il faut procéder à une nouvelle délibération. L'audience est suspendue. Ces jurés sont vraiment des imbéciles. Si je comprends bien, on peut être jugé par des imbéciles. C'est pas leur métier, ils sont pas volontaires. Ça pourrait être vous, ça pourrait être moi. En attendant, ce sont eux. À la question « Y a-t-il eu préméditation ?», la réponse est non, à la majorité. À la question « Y a-t-il eu guet-apens ?», la réponse est non, à la majorité. Vous sauvez votre tête, Seznec. Silence, s'il vous plaît. Accusé, levez-vous. Au nom du peuple français, l'accusé ayant été reconnu coupable d'assassinat sans guet-apens et sans préméditation, de faux en écriture et d'usage de faux, la Cour condamne Seznec Joseph Marie-Guillaume aux travaux forcés à perpétuité. L'audience est levée. Ne partez pas, c'est une erreur. Ne partez pas. Ne partez pas. C'est pas fini, ça ne peut pas être fini comme ça. Marie-Jeanne. La condamnation de Seznec était programmée. Autour de la cour d'assises, l'atmosphère était à la mort. La population la réclamait en riant. On n'a pas tous les jours le plaisir légitime de couper une tête. C'est vraiment injuste. Ne perdez pas espoir. On parle de révision. Et il faut absolument convaincre Guillaume de signer son pourvoi en cassation. Il n'a plus confiance en la justice. Et c'est à vous de le persuader. S'il était rejugé ailleurs, par une autre cour, ça changerait certainement. Dans la presse, il commence à y avoir des articles en sa faveur. Il faut le convaincre, Marie-Jeanne. Je vais essayer, mais... Oh, s'il avait eu Maître Montroger Ferré comme avocat... Ça n'aurait rien changé. De toute façon, il leur fallait un coupable. Avant de partir au bagne, j'aurais tellement aimé embrasser les enfants une dernière fois. C'est pas la dernière fois. J'ai encore de l'espoir, Guillaume. Petit Colin m'a dit qu'à Paris, les gens s'organisaient pour demander la révision du procès. L'avocat m'a dit que pour ça, il faudrait qu'il y ait des faits nouveaux. Ils sont trop francs, Guillaume. Il faut que tu tiennes bon. Je crois plus en rien. J'ai plus aucune confiance. Pour le restant de ma vie, la maison, ça sera une cage. Dis pas ça, Guillaume. Dis pas ça. Ne t'inquiète pas. L'évêque de Quimper m'a dit qu'il paierait les pensionnats des enfants. Et toi, comment vas-tu faire? Je vais aller à Paris. Là-bas, je pourrai joindre plus facilement les ministères, les journalistes. Puis, quitte à partir, autant partir loin d'ici. On nous a fait trop mal. Mais à Paris, comment feras-tu pour vivre? Je travaillerai. Et personne
changerai mon nom de jeune fille, mais je resterai toujours ta Marie-Jeanne. Marie-Jeanne, ne pleure pas, je t'en prie. Tu reviendras, Guillaume. Il faut que tu reviennes. Toute ma vie, je me battrai pour ton innocence. C'est terminé, je sais. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Saint-Martin-de-Ré, 7 février 1925. Rassemblez-vous sur deux rangs. Organisez-vous. Dehors, vous êtes peut-être une célébrité, Seznec, mais ici, vous êtes un détenu comme les autres. Le matricule 3039. Dans 6 mois, vous serez en Guyane. En attendant, vous êtes sous mon autorité. Et chez moi, la discipline est particulièrement stricte. Et j'ai un seul conseil à vous donner. Faites tout pour ne jamais être puni. Ici, le cachot est terrible. 30 jours de punition, et vous êtes un homme mort. C'est compris? C'est compris, monsieur le directeur. Respectez le règlement, et tout ira bien. Ah, votre femme vous a écrit. Malheureusement, je ne peux pas vous remettre sa lettre. Les propos qu'elle tient sont insultants. Voilà, diffamatoires. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'elle est actuellement un peu souffrante et qu'elle doit subir des examens médicaux. Elle a également envoyé une photo de vos enfants. Vous pouvez la regarder 1 minute. C'est le règlement. Quand est-ce que je pourrais lui écrire? Vous avez le droit à 1 lettre par mois. Toutefois, si vous avez une bonne conduite, je vous en accorderai 1 seconde. Tout dépend de vous. En attendant, ici, le travail est obligatoire. Je vous ai affecté à la fabrication des sacs. Ce sera tout pour aujourd'hui. Vous pouvez disposer. Non, la pendule fait partie du prix de la vente. Vous devriez avoir honte du métier que vous faites. Mais madame, je fais que mon travail. Garde-vous! Prisonnier.
vous étiez transporté. Vous appartenez à l'administration pénitentiaire de la Guyane française. Quant à la France, dites-vous bien qu'elle s'est débarrassée de vous. La France ne veut plus entendre parler de vous. Elle vous a renié. Comme vous avez renié ses lois. Chargez les armes. En colonne par 4. En avant. Marche. Un télégramme pour Seznec. Donnez-le lui. Un télégramme pour vous, Seznec. Mon Guillaume, j'ai reçu la nouvelle de ton départ trop tard pour venir à La Rochelle. Emporte mon cœur, mon Guillaume. Je serai avec toi, je me battrai pour toi jusqu'à la mort. Je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle. Sans adieu, ta Marie-Jeanne. C'est trop injuste, il faut que je sorte. Saint-Laurent-du-Maroni, 2 mai 1927.
La justice vous a condamné, vous voici au bagne. Ici, ce n'est pas tout à fait l'enfer, mais c'est déjà le purgatoire. Si certains d'entre vous songent à s'évader, qu'ils perdent tout de suite leurs illusions, ici on entre, mais on ne sort plus. Vous connaissez la prison, mais vous n'avez aucune idée du bagne. 2 mois de cachot et vous en sortirez à genoux, aveugle, en arrachant vos dents à la main. Rompez. Allez, suivez les chevaux. À vos places, à chaque manille. Fouille du général, déshabillez-vous. C'est vite. Ça, un plan. Envoyez-le au cachot. Eh, mais j'ai besoin de savon, moi. Chef, celui-là a besoin de savon. Ah, tu veux du savon? Oui, chef. Au cachot, les enfants. Serviette interdite. Chaussettes interdites. Mouchoir interdit. C'est ma petite fille qui les a produits. C'est bon, vous pouvez les garder. Aux 12, garde-vous! Paris, février 1928. Dites donc, Marie-Jeanne, vous m'avez bien dit que vous appelez Marc. Oui, madame. Vous m'avez menti. Non, madame. C'est mon nom de jeune fille. Et quel est votre vrai nom? Seznec. C'est bien le nom de ce bagnard dont on a parlé dans les journaux, n'est-ce pas? Oui, madame. Je suis sa femme. Pourquoi ne pas me l'avoir dit? J'ai pas osé. Remarquez, je vous comprends. Mais vous comprendrez aussi que je ne puisse pas vous garder à notre service. Mon mari a des relations importantes et si on apprenait que j'emploie la femme d'un forçat... Je comprends, madame. On se cercueille d'un seul coup, ça rigole plus, hein. Il paraît qu'il y a eu une mutinerie au camp des forestiers. Ouais,
Eh ben, ils n'y ont pas été avec le dos de la cuillère. On m'a dit que les gardiens avaient tiré dans le tas la mitrailleuse. « 17 clous par cercueil, 11 x 17, 187. Je vous échangerai les clous tordus. Pas mal ce bois-là. Je pense bien que c'est de l'acajou. Pour des macabées, c'est un peu du luxe. Ouais. Tiens, tu vas mettre 3 de côté. Seznec victime d'une machination. Dis non, ça continue à faire du bruit ton affaire. Je suis très embêté, Seznec. Cet argent, vous le reconnaissez? Non, mon commandant. Enfin, Seznec, un détenu nous a rapporté cet argent en nous disant qu'il les avait trouvés cachés dans votre atelier. Vous avez trahi ma confiance. Mais non, mon commandant. On raconte beaucoup de choses sur vous, Seznec. On dit que votre femme se trouve en Guyane hollandaise, de l'autre côté du Maroni, qu'elle y prépare votre évasion, ce qui expliquerait la présence de cet argent dans votre atelier. C'est faux. Ma femme est en France. Elle m'écrit toutes les semaines. Elle est bientôt malade pour faire un tel voyage. Avec vous, Seznec, je ne peux pas me permettre de courir des risques inutiles. On parle beaucoup trop de vous. J'ai reçu des consignes de Paris. Au premier incident, j'ai l'ordre de vous transférer aux îles du Salut. J'ai rien fait. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Ça rassure l'administration de vous savoir là-bas. Et puis vous verrez, le climat y est bien meilleur qu'ici. Vous pouvez disposer. Île du Salut. Allez, suivez. C'est vous, Seznec? Oui. Moi, je ne vous voyais pas comme ça. Enfin, suivez-moi, le commandant des îles veut vous voir. Merci, Daniel. Vous pouvez disposer. Bonjour, monsieur Seznec. Je suis le commandant Romain. Jolie vue, n'est-ce pas? Oui. Monsieur Seznec, sans vous avoir jamais vu, je vous connais depuis longtemps déjà. Mon beau-frère est un ami de monsieur Petit-Colas. Émile. Oui. Le pauvre est, paraît-il, très fatigué. Je suis également un ami de Charles Huzeau, qui s'occupe de la révision de votre procès. Il m'a d'ailleurs écrit à votre sujet. Aussi, je vous prie de me considérer comme un allié. Permettez-moi toutefois de vous donner un conseil. Ne cherchez pas à vous évader d'ici. C'est impossible. Vous
Vous avez ici les plus efficaces des gardiens. La mer et les requins. Et puis l'île est petite, à peine 1 kilomètre de long. Tout se sait. Non, croyez-moi. Votre intérêt est de vous tenir tranquille. Une révision de votre procès est toujours possible. Une grâce. Ce serait dommage de tout gâcher. Est-ce que je pourrais écrire? Autant que vous voudrez. Mais le courrier met du temps. Je vous ai affecté à l'Economa. Vous vous occuperez de la Cambuse. Vous verrez, ce n'est pas un travail trop pénible. Forêt de Houdan, février 1930. On continue, monsieur le commissaire? Ben oui, continuez, mon vieux, ratissez, ratissez. Oh. Alors, monsieur Vier, je voudrais savoir si c'est vraiment ici que vous avez vu 2 hommes jeter un cadavre dans les taillis. Parce que ce matin, c'était de l'autre côté de la route. C'est quand même pas de ma faute si je me rappelle plus. Ce serait pas de la faute à la Chopine, par hasard? Il y a plus de 5 ans, messieurs. Comment voulez-vous que le témoin se souvienne? Commissaire, venez voir. Je crois que j'ai trouvé quelque chose. Regardez. Ah, bravo. Décidément, vous coûtez cher à la collectivité. Une demi-journée de recherche pour retrouver un épouvantail à moineau, bravo. Mais il faut chercher encore. Le témoignage de monsieur Vier. Justement, le témoignage de monsieur Vier. Je me suis renseigné au village. Il paraît qu'après quelques verres, il raconte n'importe quoi. Je me demande vraiment pourquoi, après tant d'années, vous continuez à vous acharner sur cette affaire. Tout simplement parce que nous croyons que Seznec est innocent. Oh, je vous en prie. Vous n'êtes pas Émile Zola et encore moins Victor Hugo, monsieur Ouzo. Et Seznec n'est pas Dreyfus. Nous, on a cherché, on n'a rien trouvé. Vous pensez faire mieux? Peut-être, monsieur Bonnet. Parce qu'il y a une différence entre nous. Vous cherchez à établir la culpabilité de Seznec. Et nous cherchons à prouver son innocence. Je crois surtout que vous cherchez les emmerdements. Et ça, vous risquez de les trouver. Alors, vous devriez vous mettre à l'abri. La forêt par ce point, c'est pas recommandé dans votre cas. Si j'appelle une ambulance, venez, aidez-le. Paris, hôpital Saint-Louis, septembre 1930. Est-ce que t'as prévenu papa la mort de petit Colin? Oui, je lui ai écrit une lettre. Dès que je serai guérie, je demanderai à partir comme missionnaire en Guyane. Ça, je pourrai voir papa. Oui, ma petite fille. Il faut d'abord que tu guérisses. Souvent, quand je ferme les yeux, je le vois avec moi à bord de la mer. Je cours vers lui. Il me tend les bras. Faut pas le dire à papa que je suis malade. Faut pas lui dire. Bien servi. C'est eux qui l'ont fait mourir.
les policiers, les juges. Ça ne serait jamais arrivé si j'étais resté près d'elle. Qu'est-ce que tu veux y faire? Il faut que je parte d'ici. Tu sais que depuis que le bagne existe, il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi à se faire la belle. Je trouverai un moyen. Je me débattrai. Sinon, ils me les tueront tous. Petit Colin. La fille. La prochaine fois, ça sera qui? Oh, Sesnec! C'est Maurice. Il sort des cages de l'île Saint-Joseph. C'était sa 3e évasion, ils l'ont repris sur le Maroni. Toi aussi, tu veux te faire la belle? Je te préviens, ça va pas être du gâteau. N'importe quoi plutôt que de pourrir ici. Et comment que tu comptes t'y prendre? Bien. Tu trouves pas que ça ferait une barque tout à fait contenable? Ouais. Il a fait croire aux gardiens qu'il construisait des chiottes. J'aurais pas pensé, mais c'est pas con. Ça fait pas un peu léger pour 3? Pas pour 3, pour 2. T'es pas dans le coup? C'est pas un truc pour moi. D'abord, personne ne m'attend, et puis, j'ai le mal de mer. Mais je vous aiderai pour les préparatifs. T'as de l'argent? Un peu plus de 3000 francs. Et toi? 2500 à peu près. Je pars pas d'accord, mais tu sais ce qu'on fait au bavard? Non, mais tu me prends pour qui, toi? Je connais bien Guyot. Si quelqu'un parle, ça sera pas lui. D'accord. J'ai même connu un mec qui mangeait du lézard. Putain, ça va mal. Il paraît qu'on a volé la paille des gardiens. Presque 3000 francs. Ils sont déchaînés et fous partout. Faut prévenir Pelletier. Venez un peu par ici, tous les deux. Fouillez-les. Chef, regardez, chef. Comme par hasard, c'est à peu près le montant de la somme volée aux gardiens. Vous avez une explication, Sesnec? Oui. Ce sont mes économies depuis 3 ans que je suis en Guyane. Regardez, chef. Une voile, une boussole, ça aussi c'est vos économies. Allez, foutez-moi ça au cachot. C'est bien lui. Oui, c'est lui. C'est très grave, Sesnec. Cet homme vous accuse d'avoir volé la paie des gardiens. C'est faux, mon commandant. Je vous jure que cet argent, je l'ai économisé. Demandez au chef Pinelli. C'est lui qui me l'a remis avant de partir en congé. Quoi qu'il en soit, le tribunal maritime a été avisé. Ça risque de se terminer sur une très lourde condamnation.
l'évasion, c'est vrai. Mais depuis que ma fille est morte, j'ai qu'une idée, c'est de partir d'ici pour rejoindre ma famille. Mais pour l'argent, j'y suis pour rien. Vous n'avez qu'à regarder le numéro des billets. On s'est déjà fait. Effectivement, ils ne correspondent pas. Personnellement, moi, je vous crois. Mais c'est à la justice de se prononcer. Vous ne me facilitez pas les choses, Seznec. Le tribunal vous condamne. C'est fichu pour la révision de votre procès. Je suis innocent. Vous entendez? Je suis innocent! On a fini par identifier le véritable voleur. C'est un gardien. Je l'ai envoyé en France. Il se promenait à la retraite. Du coup, on passe l'éponge sur vos préparatifs d'évasion. Vous pouvez reprendre votre place à la cambuse. Je vous remercie, mon commandant. Et en ce qui concerne cet argent, je suis obligé de vous le confisquer pour le moment. On vous le rendra plus tard. Seznec. J'ai reçu une lettre de Charles Huzeau, je pense. Cette lettre contient de bien tristes nouvelles, Seznec. Il va falloir que vous soyez très courageux. Marie-Jeanne. Cimetière Comédienne, mai 1931. On ne s'entendait pas toujours très bien. Mais c'était une bonne épouse. Elle était courageuse. Elle a toujours soutenu mon fils. Paix à son âme. Vous savez que beaucoup de gens sont convaincus de l'innocence de Guillaume. Je voudrais vous présenter quelqu'un qui s'intéresse de près à votre fils. Madame Seznec, je vous présente Charles Victor Hervé, ancien juge d'instruction à Guingamp. Juge d'instruction. Vous ne craignez rien, madame. Je suis là pour vous aider. Monsieur Hervé a découvert des éléments nouveaux qui pourraient nous aider dans la révision du procès. Oui, madame. Je suis convaincu de l'innocence de votre fils et je ferai tout mon possible pour qu'éclate la vérité. Faites, monsieur. Mais faites vite. Je ne suis pas éternelle. Et j'aimerais revoir mon fils avant de partir à mon tour. Comme notre pauvre Marie-Jeanne. Hé, Seznec! Regarde ça. Partout en Bretagne, il y a des meetings pour demander ta libération. La Ligue des droits de l'homme demande une audience au ministre de la Justice.
qui exige la réhabilitation de Guillaume Seznec. C'est ma mère qui est derrière tout ça. Ben dis donc, ouais. C'est quelqu'un, ta mère. Ça lui fait quel âge maintenant? Elle a 85 ans. Seznec? Tiens. J'ai à vous parler. Voilà, je voulais vous prévenir. Je pars en congé en France. Et en raison de votre bonne tenue, j'ai l'intention de vous parler de vous, ministre. Faites une demande de grâce. Et je vous promets de l'obtenir. Une demande de grâce. Et je vous remercie, mais je ne veux pas être gracié. Ah, ça, je ne vous comprends pas. Il n'y a que les coupables qui demandent pardon. Moi, je suis innocent. Et je sais, Seznec. Mais une grâce vous permettrait de retrouver vos enfants. Je veux rentrer la tête haute. La seule chose qui puisse me satisfaire, c'est la révision de mon procès. Et la reconnaissance de mon innocence. Alors, vous n'êtes pas breton pour rien, vous. Brest, Maison du Peuple, 18 février 1934. Il y a actuellement au bagne un innocent, Guillaume Seznec, qui depuis 10 ans paie pour un autre. Et cela, nous ne l'accepterons jamais. Jamais. Je vous présente Madame Seznec, la mère de Guillaume Seznec. Je vous remercie tous au nom de mon fils Guillaume. Je suis une vieille femme. J'attends mon fils. Je suis sûre qu'il me reviendra réhabilité grâce à vous. Je ne mourrai pas sans l'embrasser comme autrefois quand il était petit. Je cède la parole maintenant à un homme qui, depuis 2 ans, se bat pour obtenir la révision du procès. J'ai nommé le juge Charles Victor Hervé. Pour faire sortir Seznec du bagne, nous avons communiqué au juré qui l'avait condamné en 1924 les preuves de son innocence. En effet, nous avons retrouvé le fameux garagiste, Cherdy, dont la police prétendait qu'il était une créature de l'imagination de Seznec. Or, il existe bel et bien, et nous avons l'intention de le faire entendre par la cour. Or, ce témoignage et d'autres encore, la police et la justice les avaient cachés lors du procès. C'est pourquoi nous avons demandé aux jurés de nous rejoindre dans notre combat pour la justice. Mes amis, je vous demande au contraire de saluer le courage de ces hommes d'honneur
qui ont accepté de reconnaître publiquement leur erreur. Au nom de Seznec, je les remercie. En tant que président du jury de la cour d'assises qui a condamné Guillaume Seznec, je puis vous assurer que nous avons été abusés par les policiers et les magistrats instructeurs. C'est pourquoi, parmi les 12 jurés, nous sommes 6 qui avons décidé de rejoindre votre combat pour la réhabilitation de Seznec. Afin de réparer notre erreur, nous avons décidé de rédiger une pétition à l'intention du garde des Sceaux pour réclamer la révision du procès. Octobre 1935. Seznec, oui. Il y a 3 lettres pour toi, dont une qui est revenue. Au revoir, chef. Qu'est-ce qui te prend, là? Madame veuve Seznec, retour à l'envoyeur. Destinataire décédé. Ta mère? Cette fois, j'ai plus qu'à mourir. Juin 1938. Bonjour, messieurs. Je peux vous annoncer officiellement que par décret du 3 juin 1938, le bagne est définitivement supprimé par extinction. Je crains, messieurs, que vous n'ayez pas suffisamment prêté attention à la formule par extinction. Elle signifie qu'on n'enverra plus personne au bagne, certes, mais elle signifie aussi que ceux qui y sont déjà sont condamnés à y rester. Ce qui ne change donc strictement rien à votre situation. Faites rompre les rangs. Rompez les rangs!
14 août 1938. Ah, Seznec. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Lisez. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre peine de travaux forcés à perpétuité est commuée en une peine de relégation de 20 ans à partir de ce jour. Vous serez donc libérable en 1958. En 58? Est-ce que seulement on se rend compte au ministère? En 58, j'aurai 80 ans. Et ma révision, alors? Oh, n'y pensez plus. Depuis qu'Hitler a annexé l'Autriche, ils ont d'autres soucis à Paris. Mais je ne vois pas ce qu'Hitler a à voir avec la révision de mon procès. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, Seznec? En attendant, vous savez sans doute que je viens d'être nommé gouverneur à Saint-Laurent. Ça vous dirait de partir avec moi? Mais qu'est-ce que j'y ferai? Je connais plus personne à Saint-Laurent. Bah, vous travaillerez chez moi. Vous vous occuperez du jardin, des enfants, à une seule condition. Hein? Vous me donnez votre parole que vous ne chercherez pas à vous évader. Je suis bien trop vieux, mon commandant. Dans Paris, enfin libéré, le général de Gaulle remonte les Champs-Élysées. Sous les applaudissements de la population, le libérateur de la France traverse à pied la capitale en liesse. Un peu partout, FTP et FFI se sont bien vite organisés pour débusquer les collaborateurs et les traîtres qui tentent de se soustraire à la juste colère du peuple parisien. Les collabos arrêtés sont aussitôt transférés dans les forts de la région parisienne par camion militaire. Immédiatement jugés et, lorsque leur crime l'exige, condamnés à la seule peine qui puisse sanctionner leur trahison, le châtiment suprême. Saint-Laurent-du-Maroni, mai 1946. Vous êtes gracié. Gracié. Voilà la notification officielle. Vous êtes libérable avant la fin de l'année. Et la révision de mon procès. Chaque chose en son temps, mon vieux. Une fois que vous serez à Paris, croyez-moi, vos comités de soutien s'en occuperont. Je vous ai aussi apporté un journal que j'ai retrouvé ce matin. On y parle de quelqu'un que vous connaissez bien. C'est bon pour vous, ça, Seznec? Bonny fusillé. Finalement, il n'aura pas eu de chance, lui non plus. Fort-de-France, 20 juin 1947.
Monsieur Seznec, c'est un honneur de vous avoir à bord. Je vous ai fait transférer en première classe sur ordre du commandant qui tient beaucoup à vous avoir à sa table ce soir. Oh ben, je vous remercie, mais ce n'était pas la peine. Si vous voulez mon avis, on vous doit bien ça. Monsieur Seznec, pour Paris presque, quelles sont vos pensées à la veille de rentrer en France? Je pense que j'ai chèrement payé un crime que je n'ai pas commis. Monsieur Seznec, s'il vous plaît, pour François, vous vous considérez donc toujours comme innocent? 20 ans de bail n'ont pas réussi à me convaincre de ma culpabilité. Pour le Soleil de Fort-de-France, pouvez-vous expliquer comment vous avez vécu au bagne? Je préfère ne pas en parler. Il y en a d'autres qui y sont encore. Moi, je m'en suis pas trop mal tiré. Ma famille m'a toujours soutenu. Pour les auditeurs du poste parisien, quels sont vos projets maintenant, monsieur Seznec? Je vais vivre avec ma fille Jeanne, qui est ma tutrice légale. En tant qu'ancien bagnard, je suis privé de tous mes droits. Mais surtout, je vais demander la révision de mon procès. Faire éclater la vérité. Et rendre l'honneur au Seznec. Pour le Figaro, en revenant en France, vous allez sûrement trouver le Havre bien changé, non? Je ne sais pas, je n'y ai jamais mis les pieds. Monsieur Seznec, monsieur Seznec, Paris, 14 novembre 1953. Couvre-toi. Il y a un mauvais vent sur le boulevard ce matin, tu sais. Oh, c'est pas maintenant que je vais tomber malade. Surtout qu'avec ça, ils pourront plus me la refuser, la révision de mon procès. Au revoir, mon petit Denis. Au revoir, ma chérie. Fais attention à toi. T'inquiète pas. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Allons, messieurs, dames, écartez-vous.